L'année 987 marque un tournant dans l'histoire de France. Hugues Capet vient d'être élu roi par une assemblée de grands seigneurs à Noyon, fondant une nouvelle dynastie qui portera son nom. Mais cette élection ne représente qu'une victoire politique fragile. Le nouveau roi ne contrôle réellement que l'Île-de-France, et sa légitimité reste contestée par de nombreux nobles qui voient encore en lui un usurpateur. Dans ce contexte précaire naît Robert, vers 972 à Orléans. Ce fils d'Hugues Capet et d'Adélaïde d'Aquitaine grandit dans l'ombre d'un père obsédé par la survie de sa lignée. Hugues Capet comprend que sa dynastie ne survivra que si elle s'enracine profondément dans le royaume. Pour cela, il prend une décision capitale. Dès 987, il fait sacrer son fils Robert comme roi associé. Cette pratique garantit la succession et évite les guerres civiles qui ont déchiré les Carolingiens. Robert reçoit une éducation exceptionnelle. Hugues Capet confie son éducation à Gerbert d'Aurillac en 984, l'un des plus grands esprits de son temps. Ce moine bénédictin, futur pape sous le nom de Sylvestre II, initie le jeune prince aux mathématiques, à la philosophie, à la théologie et à la dialectique. Cette formation forge un esprit brillant, mais aussi profondément religieux. Robert développe une piété sincère qui marquera tout son règne et lui vaudra son surnom de pieux. Mais cette éducation crée aussi un paradoxe chez le futur roi. D'un côté, il possède une intelligence politique remarquable héritée de son père. De l'autre, sa foi profonde le pousse parfois à prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts dynastiques. Cette dualité entre foi et pragmatisme politique deviendra le fil rouge de son existence. Lorsque Hugues Capet meurt le 24 octobre 996, Robert monte sur le trône sans difficulté. La stratégie de son père a fonctionné. La succession se déroule sans heurts majeurs. À 24 ans, Robert le Pieux devient le deuxième roi capétien. Mais rapidement, il va prendre des décisions qui menaceront l'avenir même de sa dynastie. Robert hérite du trône, mais aussi des alliances matrimoniales de son père. Hugues Capet avait arrangé le mariage de son fils avec Rosala d'Italie, veuve du comte de Flandre Arnoul II. Cette union politique vise à consolider les relations avec l'Empire et à sécuriser les frontières du royaume. Rosala, d'origine byzantine, apporte une dot considérable et des connexions diplomatiques précieuses. Mais Robert refuse catégoriquement cette union imposée. À peine couronné, il répudie Rosala en 991, invoquant des motifs de consanguinité. Cette décision choque la noblesse européenne. En répudiant son épouse, Robert brise les accords diplomatiques patiemment négociés par son père et s'aliène des alliés potentiels. Pire encore, il commet cette répudiation sans l'accord de l'Église, créant un précédent dangereux. Cette première crise révèle déjà les contradictions du caractère de Robert. D'un côté, il refuse un mariage arrangé par fidélité à ses sentiments personnels. De l'autre, il viole les règles canoniques qu'il prétend respecter. Cette attitude ambiguë vis-à-vis de l'Église catholique deviendra une constante de son règne. La répudiation de Rosala libère Robert, mais elle le place aussi dans une position délicate. À 19 ans, le roi de France se retrouve célibataire, sans héritier, et avec une réputation naissante d'homme qui place ses désirs personnels au-dessus des intérêts politiques. Cette situation préoccupe les grands du royaume qui comprennent que la survie de la dynastie capétienne dépend de la capacité de Robert à produire un héritier légitime. Mais Robert a déjà des vues sur une autre femme, et ce choix va déclencher la plus grave crise que la jeune dynastie capétienne ait jamais connue. Robert tombe éperdument amoureux de Berthe de Bourgogne, veuve du comte Eudes Ier de Blois. Cette passion va transformer une décision personnelle en catastrophe politique majeure. Berthe n'est pas n'importe qui, elle est la fille de Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne, et possède une beauté légendaire qui a déjà séduit plusieurs princes européens. Le problème, et il est de taille, c'est que Berthe est la cousine de Robert. Le droit canonique interdit formellement les mariages entre parents jusqu'au 7e degré. Cette règle, strictement appliquée par l'Église du Xe siècle, vise à éviter les unions consanguines qui affaiblissent les lignées nobles. Mais Robert, aveuglé par sa passion, décide de passer outre. En décembre 996, quelques semaines seulement après son couronnement, il épouse secrètement Berthe dans la cathédrale de Tours. Cette cérémonie clandestine marque le début d'une crise qui va durer 7 ans et faillit détruire la dynastie capétienne. La nouvelle du mariage se répand rapidement dans toute l'Europe chrétienne.
La réaction est immédiate et violente. Le pape Grégoire V, informé de cette union illégale, entre dans une colère terrible. Pour lui, Robert vient de commettre un double sacrilège. Il a violé les règles canoniques sur la consanguinité et il a célébré un mariage sans l'autorisation papale. En janvier 999, lors d'un synode, Grégoire V prononce l'excommunication de Robert le Pieux. Cette décision représente un cataclysme politique. Un roi excommunié perd toute légitimité aux yeux de ses sujets chrétiens. Il ne peut plus recevoir les sacrements, participer aux cérémonies religieuses et surtout, son royaume tombe sous interdit ecclésiastique. L'interdit papal transforme la France en territoire maudit. Les messes ne peuvent plus être célébrées, les mariages et baptêmes sont suspendus, les morts ne peuvent plus recevoir de sépulture chrétienne. Cette situation crée un climat de terreur religieuse dans le royaume. Le peuple profondément croyant commence à voir en Robert un roi maudit qui attire la colère divine sur le royaume. L'excommunication de Robert provoque des réactions en chaîne qui menacent directement la stabilité du royaume. Les grands seigneurs, déjà peu convaincus par la légitimité capétienne, voient dans cette crise religieuse une opportunité de contester l'autorité royale. Certains nobles commencent à s'agiter, évoquant la possibilité de déposer un roi frappé d'anathème. La situation devient encore plus dramatique quand Berthe accouche d'un enfant mort-né en 1000. Cette tragédie personnelle se transforme immédiatement en catastrophe politique. La rumeur se répand que la reine a accouché d'un monstre, preuve évidente de la malédiction divine qui pèse sur le couple royal. Ces rumeurs, amplifiées par les prédicateurs hostiles au roi, créent une psychose collective. Le peuple français, terrorisé par l'interdit papal, commence à se détourner de son roi. Des processions de pénitents parcourent les routes, suppliant Dieu de lever sa malédiction du royaume. Certains chroniqueurs de l'époque rapportent des phénomènes inquiétants. Famines locales, épidémies, catastrophes naturelles que le peuple interprète comme des signes de la colère divine. Robert lui-même ressent le poids de l'isolement. Excommunié, il ne peut plus assister à la messe, recevoir la communion ou participer aux grandes fêtes religieuses qui rythment la vie politique médiévale. Cette exclusion spirituelle pèse lourdement sur un homme aussi pieux que Robert. Il commence à douter de ses choix et à mesurer les conséquences de sa passion sur l'avenir de sa dynastie. Paradoxalement, c'est son ancien précepteur qui va lui offrir une issue. En 999, Gerbert d'Aurillac devient pape sous le nom de Sylvestre II. Cet homme cultivé, qui connaît intimement Robert depuis son enfance, comprend que la crise doit être résolue rapidement avant qu'elle ne détruise définitivement la monarchie capétienne. Sylvestre II adopte une approche plus nuancée que son prédécesseur. Sans lever l'excommunication, il ouvre discrètement des négociations avec Robert. Le nouveau pape comprend que la France ne peut pas rester indéfiniment sous interdit sans conséquences dramatiques pour l'Église elle-même. Mais il pose des conditions strictes. Robert doit se séparer de Berthe et contracter un mariage légitime. Les négociations entre Robert et Sylvestre II s'éternisent pendant 3 ans. Le roi de France se débat entre sa passion pour Berthe et les exigences de sa charge. Cette période marque l'un des moments les plus difficiles de son existence. D'un côté, il aime sincèrement Berthe et ne peut envisager de l'abandonner. De l'autre, il voit son royaume se déliter sous l'effet de l'interdit papal. La pression monte de toutes parts. Les grands seigneurs du royaume multiplient les ultimatums. Ils menacent ouvertement de choisir un autre roi si Robert persiste dans son aveuglement. Cette menace n'est pas vaine. La légitimité capétienne reste fragile, et de nombreux nobles gardent la nostalgie des Carolingiens ou rêvent de porter eux-mêmes la couronne. La situation devient intenable quand une révolte éclate en Bourgogne. En 1002, le duc Henri Ier de Bourgogne meurt sans héritier légitime. Robert, en tant que neveu du défunt, revendique le duché. Mais Haute-Guillaume, comte de Mâcon, conteste cette succession et prend les armes. Cette guerre de succession, qui va durer jusqu'en 1005, révèle la faiblesse militaire de Robert. Le roi de France peine à mobiliser ses vassaux pour cette campagne bourguignonne. Beaucoup refusent de servir un souverain excommunié, craignant pour leur propre salut éternel. Robert doit recruter des mercenaires et s'endetter lourdement pour financer cette guerre. Cette situation humiliante démontre à quel point l'excommunication a affaibli l'autorité royale. Berthe elle-même commence à comprendre que leur union détruit l'homme qu'elle aime.
Elle voit Robert rongé par l'angoisse, isolé politiquement et de plus en plus fragile psychologiquement. La femme qui l'aime vraiment prend alors une décision déchirante. Elle accepte de le libérer de ses engagements. En 1002, après 6 ans de passion tumultueuse, Robert se résout finalement à se séparer de Berthe. Cette séparation représente un sacrifice personnel immense pour un homme qui a risqué son royaume par amour. Mais elle s'impose pour sauver la dynastie capétienne et restaurer l'autorité royale. La nouvelle de la séparation provoque une liesse populaire. Le peuple français, épuisé par des années d'interdits religieux, célèbre cette décision comme une délivrance. Les cloches sonnent à nouveau dans tout le royaume, les messes reprennent et l'espoir renaît. Robert vient de sauver sa dynastie, mais au prix d'un sacrifice personnel qui le marquera à vie. Robert doit maintenant trouver une épouse légitime pour assurer la succession capétienne. Le choix se porte sur Constance d'Arles, fille de Guillaume Ier de Provence. Cette union présente de nombreux avantages politiques. Elle renforce les liens avec le sud de la France et apporte une dot considérable. Constance, née vers 984, est jeune, fertile, et surtout, elle n'a aucun lien de parenté avec Robert. Le mariage est célébré en 1003 dans les formes canoniques les plus strictes. Sylvestre II bénit personnellement cette union, marquant la réconciliation officielle entre Robert et l'Église. L'excommunication est levée, l'interdit papal annulé, et la France retrouve sa place dans la chrétienté européenne. Mais ce nouveau départ cache un piège mortel pour la dynastie capétienne. Constance d'Arles n'est pas la femme douce et soumise que Robert espérait. Elle possède un caractère volcanique, une ambition démesurée et surtout une conception du pouvoir qui va entrer en conflit direct avec les traditions capétiennes. Constance vient du Midi, où les femmes nobles jouissent d'une influence politique bien plus grande qu'au nord de la France. Elle entend bien exercer un pouvoir réel sur le royaume et ne se contente pas du rôle décoratif traditionnellement dévolu aux reines. Cette ambition va créer des tensions permanentes avec Robert, mais surtout avec leurs futurs enfants. Le couple royal donne rapidement naissance à plusieurs héritiers. Hugues en 1007, Henri en 1008 et Robert vers 1011. Cette descendance abondante rassure la noblesse française sur l'avenir de la dynastie. Mais Constance va transformer ces naissances en instruments de pouvoir personnel, créant une dynamique familiale toxique qui menacera l'unité du royaume. Constance développe une stratégie matrimoniale personnelle. Elle cherche à marier ses fils aux héritières les plus riches d'Europe, non pour servir les intérêts du royaume, mais pour accroître son influence personnelle. Cette approche entre en conflit direct avec les traditions capétiennes qui privilégient la consolidation du domaine royal plutôt que l'expansion territoriale hasardeuse. Pire encore, Constance commence à jouer ses fils les uns contre les autres. Elle attise leur rivalité, leur souffle des ambitions contradictoires et crée un climat de méfiance permanente au sein de la famille royale. Cette tactique, qu'elle croit habile, va se retourner contre elle et faillit détruire définitivement la dynastie capétienne. Parallèlement à ces problèmes conjugaux, Robert doit faire face à un défi militaire majeur en Bourgogne. La guerre de succession qui a éclaté en 1002 s'éternise et révèle les faiblesses structurelles du royaume capétien. Haute-Guillaume, soutenu par l'empereur germanique Henri II, résiste efficacement aux tentatives de conquête de Robert. Cette guerre bourguignonne devient un gouffre financier et humain pour la monarchie française. Robert doit engager des mercenaires flamands et normands, s'endetter auprès des marchands italiens et lever des impôts exceptionnels qui mécontentent ses sujets. La guerre dure 13 ans, de 1002 à 1015, épuisant les ressources du royaume. L'enlisement bourguignon révèle aussi les limites du pouvoir capétien. Contrairement aux Carolingiens qui disposèrent d'un appareil administratif développé, les premiers capétiens ne contrôlent réellement que leur domaine royal. Leurs vassaux les plus puissants ne leur obéissent que quand cela sert leurs intérêts et peuvent faire défection au moindre revers militaire. Robert découvre amèrement que ses victoires dépendent entièrement de sa capacité à distribuer terres et privilèges à ses partisans. Cette logique féodale transforme chaque campagne militaire en marchandage permanent, affaiblissant l'autorité royale et créant des précédents dangereux pour l'avenir. La situation devient particulièrement critique quand l'empereur Henri II décide d'intervenir directement en Bourgogne.
Cette intervention germanique transforme un conflit de succession locale en confrontation internationale majeure. Robert se retrouve face à un adversaire disposant de ressources bien supérieures aux siennes. Heureusement pour la France, Henri II meurt en 1094, privant Haute-Guillaume de son principal soutien. Conrad II, le nouvel empereur, privilégie la stabilisation de l'Empire plutôt que l'expansion bourguignonne. Ce changement de donne permet finalement à Robert d'obtenir la soumission de la noblesse bourguignonne en 1015. Mais cette victoire tardive a un coût énorme. Robert attribue le duché de Bourgogne à son fils Henri, créant un précédent qui va compliquer l'organisation territoriale du royaume. Cette décision, prise sous la pression de Constance qui veut doter magnifiquement ses fils, introduit un élément de division dans la succession capétienne. À partir de 1025, la situation familiale de Robert se dégrade rapidement. La mort de son fils aîné Hugues, cette année-là, bouleverse l'ordre successoral établi. Henri devient l'héritier présomptif, mais Constance refuse d'accepter cette évidence. Elle préfère son fils cadet Robert et manœuvre pour modifier la succession à son avantage. Cette préférence maternelle crée une fracture irrémédiable dans la famille royale. Henri, légitimement désigné comme héritier, se voit contesté par sa propre mère qui intrigue ouvertement en faveur de son frère. Constance utilise tous les moyens à sa disposition. Corruption, chantage affectif, alliance secrète avec des nobles mécontents. Robert le Pieux, vieillissant et malade, assiste impuissant à la désintégration de sa famille. L'homme qui a sacrifié son grand amour pour sauver sa dynastie voit ses propres enfants se dresser les uns contre les autres. Cette situation le plonge dans une mélancolie profonde qui affecte sa capacité à gouverner. La crise atteint son paroxysme en 1030 quand Henri et Robert Junior prennent ouvertement les armes l'un contre l'autre. Cette guerre fratricide, encouragée par Constance, divise la noblesse française en deux camps rivaux. Certains seigneurs soutiennent Henri par fidélité au principe de primogéniture, d'autres rallient Robert Junior séduit par les promesses de Constance. Cette guerre civile révèle la fragilité extrême de la construction capétienne. En moins de 40 ans d'existence, la dynastie risque déjà l'extinction par division interne. Les ennemis de la monarchie française, notamment l'empereur Conrad II et le comte d'Anjou Foulques Nérat, observent avec satisfaction cette autodestruction capétienne. Robert le Pieux tente désespérément de réconcilier ses fils. Il organise des assemblées familiales, fait appel à des médiateurs ecclésiastiques, multiplie les concessions territoriales. Mais rien n'y fait. La haine entre les deux frères, attisée par leur mère, dépasse toute possibilité de réconciliation. La situation devient catastrophique quand plusieurs grands vassaux menacent de faire sécession. Le duc de Normandie, le comte d'Anjou et même certains seigneurs d'Île-de-France évoquent ouvertement leur intention de choisir leur camp dans cette guerre succession. Cette perspective terrifiante rappelle les pires heures de la fin carolingienne. Constance d'Arles ne se contente pas d'opposer ses fils. Elle développe une véritable stratégie de déstabilisation dynastique. Son objectif n'est plus seulement de placer Robert Junior sur le trône, mais de transformer radicalement la nature du pouvoir capétien selon les modèles méridionaux qu'elle connaît. Elle commence par s'entourer d'une cour parallèle composée de nobles provençaux et languedociens. Ces hommes, étrangers aux traditions capétiennes, apportent des conceptions du pouvoir royal radicalement différentes. Ils encouragent Constance dans ses ambitions de régence et lui suggèrent des méthodes politiques inconnues dans le nord de la France. Constance noue aussi des alliances secrètes avec les ennemis extérieurs du royaume. Elle correspond clandestinement avec l'empereur Conrad II, lui proposant une alliance matrimoniale entre Robert Junior et une princesse allemande. Cette trahison potentielle, si elle était découverte, constituerait un crime de lèse-majesté passible de mort. La reine-mère développe également un réseau d'espionnage au sein même du palais royal. Elle fait surveiller son époux Robert et son fils Henri, intercepte leur correspondance et corrompt leurs serviteurs. Cette atmosphère de méfiance permanente transforme la cour capétienne en véritable nid de vipères. Plus grave encore, Constance commence à négocier avec certains grands vassaux la possibilité d'un changement dynastique. Elle évoque discrètement l'hypothèse d'un retour carolingien ou même l'installation d'une nouvelle lignée. Ces conversations, si elles se concrétisaient, signeraient l'arrêt de mort de l'œuvre d'Hugues Capet. Son comportement devient si scandaleux que plusieurs chroniqueurs de l'époque la comparent aux reines maudites de l'Antiquité.
Elgaud de Fleury, biographe officiel de Robert le Pieux, évite soigneusement de mentionner les intrigues de Constance dans son récit, preuve de l'embarras qu'elle suscite même parmi les partisans de la dynastie. Cette dérive de Constance révèle un problème structurel des mariages politiques médiévaux. En épousant une princesse étrangère pour résoudre ses problèmes matrimoniaux, Robert a introduit dans le royaume des éléments perturbateurs qu'il ne contrôle plus. Constance apporte certes la paix religieuse, mais elle menace l'unité dynastique. Robert le Pieux vieillit mal. Cet homme qui a traversé tant d'épreuves personnelles et politiques montre des signes évidents de fatigue à partir de 1030. Les chroniqueurs décrivent un roi de plus en plus absent, passant des heures en prière dans les chapelles royales, fuyant les affaires politiques qui l'épuisent. Cette déchéance physique et morale de Robert aggrave la crise successorale. Constance profite de l'affaiblissement de son époux pour intensifier ses manœuvres. Elle prend des décisions politiques importantes sans consulter le roi, reçoit des ambassadeurs étrangers et distribue terres et privilèges selon ses caprices. Henri, l'héritier légitime, voit avec angoisse son père sombrer dans cette semi-abdication de fait. Il comprend que chaque jour qui passe renforce la position de sa mère et de son frère Robert Junior. Cette situation le pousse à des actes de plus en plus désespérés pour préserver ses droits successoraux. La situation devient surréaliste quand Robert Junior commence à exercer certaines prérogatives royales du vivant de son père. Encouragé par Constance, il reçoit l'hommage de certains vassaux, rend la justice dans certaines affaires et se comporte comme un roi de facto. Cette usurpation progressive affole Henri et ses partisans. Robert le Pieux assiste impuissant à cette désintégration de son autorité. L'homme qui a su surmonter l'excommunication papale et conquérir la Bourgogne se révèle incapable de contrôler sa propre famille. Cette contradiction tragique révèle les limites de la personnalité de Robert. Excellent dans les crises extérieures, il échoue face aux conflits intimes. Les derniers mois de 1030 sont marqués par une accélération dramatique des événements. Henri prend les armes contre son frère avec l'appui du duc de Normandie. Robert Junior riposte avec le soutien de sa mère et de plusieurs seigneurs du centre. Cette guerre fratricide divise le royaume au moment où il est le plus faible. Robert le Pieux meurt le 20 juillet 1031 au château de Melun, laissant derrière lui un royaume au bord de l'explosion. Ses dernières paroles, rapportées par les chroniqueurs, expriment son amertume face à l'échec de sa politique familiale. « J'ai voulu sauver ma dynastie et je la livre à la guerre civile. » La mort de Robert le Pieux déclenche immédiatement la crise que tous redoutaient. Henri, fort de sa légitimité de fils aîné survivant et de son sacre anticipé, revendique le trône. Mais Constance et Robert Junior refusent de reconnaître cette succession et mobilisent leurs partisans pour la contester. Cette crise successorale prend rapidement une dimension militaire. Henri contrôle Paris et l'Île-de-France avec l'appui du duc de Normandie Guillaume et de plusieurs grands vassaux fidèles aux traditions capétiennes. Constance et Robert Junior s'installent à Orléans et rassemblent une coalition hétéroclite de mécontents et d'opportunistes. La guerre civile qui éclate menace directement l'existence même de la dynastie capétienne. Pour la première fois depuis Hugues Capet, deux prétendants capétiens s'affrontent militairement pour le trône de France. Cette situation rappelle les pires heures de la fin carolingienne et fait craindre un retour à l'anarchie féodale. Constance déploie dans ce conflit toute sa science de l'intrigue. Elle promet monts et merveilles aux seigneurs qui rallient son fils, duché, comté, privilèges exceptionnels. Cette surenchère démagogique séduit de nombreux nobles cupides, mais elle hypothèque gravement l'avenir financier du royaume. Henri, plus prudent mais moins séduisant, peine à mobiliser des soutiens massifs. Sa légitimité juridique ne suffit pas à compenser son manque de charisme et les promesses extravagantes de sa belle-mère. Cette faiblesse initiale fait craindre un effondrement rapide de sa cause. Heureusement pour Henri, Constance commet une erreur stratégique majeure. Elle fait appel à l'empereur Conrad II, proposant de placer la France sous protection impériale en échange de son soutien militaire. Cette démarche, considérée comme une trahison par la noblesse française, provoque un retournement d'opinion en faveur d'Henri. Guillaume de Normandie joue un rôle décisif dans cette crise. Ce vassal puissant et habile comprend que la division capétienne menace l'équilibre politique de toute la France. Il apporte à Henri un soutien militaire et financier déterminant, permettant au roi légitime de reprendre l'avantage. La guerre civile dure près d'1 an, de juillet 1031 à juin 1032.
Pendant ces 12 mois dramatiques, la France vit au rythme des batailles entre les deux branches capétiennes. Plusieurs affrontements majeurs opposent les armées d'Henri à celles de Robert Junior, sans qu'aucun camp ne parvienne à l'emporter définitivement. La situation se débloque grâce à l'intervention de l'Église. Le clergé français, traumatisé par le spectacle de cette guerre fratricide, multiplie les appels à la réconciliation. L'archevêque de Reims et l'évêque de Laon organisent des rencontres secrètes entre les deux camps pour tenter de trouver une solution négociée. Ces médiations ecclésiastiques aboutissent à un compromis fragile. Henri conserve le titre royal et la suzeraineté sur le royaume, mais Robert Junior reçoit en compensation le duché de Bourgogne que son père avait promis à Henri. Cette solution satisfait partiellement les deux frères, tout en préservant l'unité théorique du royaume. Constance, isolée politiquement après ses négociations avec l'empereur, doit accepter cet accord. Sa tentative de coup de force a échoué, et elle perd définitivement toute influence sur la succession capétienne. Cette défaite marque la fin de ses ambitions politiques et son retrait progressif de la vie publique. Henri Ier peut enfin exercer pleinement la royauté, mais au prix de concessions territoriales importantes. En cédant la Bourgogne à son frère, il crée un précédent dangereux d'apanage princier qui affaiblira durablement la monarchie française. Cette solution de compromis sauve la dynastie, mais hypothèque gravement son avenir. La réconciliation officielle entre les deux frères a lieu en juin 1032 lors d'une cérémonie solennelle à Notre-Dame de Paris. Henri confirme publiquement Robert Junior dans ses possessions bourguignonnes, tandis que ce dernier reconnaît la légitimité royale de son aîné. Cette paix des armes met fin à la crise successorale, mais elle laisse des cicatrices profondes dans la famille capétienne. Constance, vaincue mais non résignée, se retire dans ses terres provençales. Elle mourra en 1032, emportant avec elle les secrets de ses intrigues et l'amertume de ses ambitions déçues. Sa disparition libère définitivement Henri des derniers obstacles familiaux à son autorité royale. L'héritage de Robert le Pieux dépasse largement sa personnalité complexe et contradictoire. Ses choix politiques et familiaux transforment durablement la nature de la monarchie capétienne et créent des précédents qui marqueront l'histoire de France pendant des siècles. Le premier héritage de Robert concerne la relation entre la monarchie française et l'Église catholique. Sa crise matrimoniale avec Berthe de Bourgogne établit définitivement le principe selon lequel même le roi de France doit se soumettre aux règles canoniques. Cette soumission, obtenue de haute lutte par la papauté, renforce considérablement l'influence de l'Église sur la politique française. Paradoxalement, cette soumission initiale permet ensuite aux Capétiens de développer une alliance privilégiée avec Rome. En acceptant de respecter les règles religieuses, Robert et ses successeurs obtiennent en contrepartie le soutien constant de l'Église dans leur conflit avec la noblesse féodale. Cette alliance entre le trône et l'autel devient l'un des piliers de la monarchie française. Le second héritage concerne l'organisation territoriale du royaume. En créant le duché de Bourgogne pour son fils Robert Junior, Henri Ier inaugure le système des apanages qui caractérisera la monarchie capétienne pendant 3 siècles. Cette pratique, née d'une nécessité politique conjoncturelle, devient progressivement une tradition dynastique lourde de conséquences. Les apanages princiers créent une contradiction permanente au sein de la monarchie française. D'un côté, ils permettent de doter les fils cadets sans compromettre l'unité successorale. De l'autre, ils créent des princes territoriaux disposant de moyens considérables et pouvant défier l'autorité royale. Cette tension structurelle alimentera de nombreux conflits dynastiques futurs. Le troisième héritage touche à la conception même du pouvoir royal. Robert le Pieux, par ses crises personnelles et familiales, démontre que la monarchie capétienne ne peut survivre qu'en s'adaptant constamment aux circonstances. Cette flexibilité pragmatique, héritée d'Hugues Capet, devient une caractéristique distinctive de la dynastie. Cette capacité d'adaptation se manifeste dans tous les domaines, diplomatiques, militaires, religieux, familial. Les premiers Capétiens comprennent intuitivement qu'ils ne peuvent s'imposer par la force brutale comme leurs prédécesseurs carolingiens. Ils doivent négocier, composer, séduire et parfois céder pour mieux régner. Au-delà des enjeux politiques, Robert le Pieux reste une figure humaine fascinante par ses contradictions. Cet homme cultivé, pieux et sincèrement soucieux du bien commun
se révèle incapable de maîtriser ses passions personnelles et de contrôler sa famille. Cette dualité entre grandeur publique et faiblesse privée traverse toute l'existence de Robert. Roi éclairé, il développe les arts, protège les lettres, fonde des monastères et gouverne avec justice. Époux et père, il accumule les erreurs de jugement qui menacent l'œuvre de toute sa vie. Son mariage avec Berthe de Bourgogne révèle un homme capable de sacrifier son royaume pour ses sentiments. Cette passion dévorante, qui le conduit jusqu'à l'excommunication, montre une personnalité romantique peu compatible avec les exigences de la fonction royale. Robert aime avec la sincérité d'un homme ordinaire, mais règne avec les responsabilités d'un souverain. Sa relation avec Constance d'Arles illustre les limites de sa psychologie politique. En épousant une femme qu'il ne connaît pas pour réparer les erreurs de son premier mariage, Robert commet une nouvelle erreur de calcul. Il sous-estime la personnalité de Constance et les dangers de ses ambitions personnelles. Cette incapacité à cerner les caractères féminins révèle peut-être une faiblesse plus profonde de Robert, son manque d'expérience des relations humaines complexes. Élevé dans l'environnement protégé de la cour royale, formé par des moines et des clercs, il manque de cette connaissance intuitive des hommes qui caractérisent les grands politiques. Ses relations avec ses fils montrent les mêmes limites psychologiques. Robert aime ses enfants, mais il ne sait pas les éduquer ni les contrôler. Il laisse Constance développer leur rivalité fratricide sans intervenir efficacement. Cette passivité paternelle contraste avec son énergie dans les affaires publiques. Pourtant, Robert possède aussi des qualités remarquables qui expliquent la survie de sa dynastie malgré toutes ces crises. Sa piété sincère lui vaut le respect du clergé et du peuple. Sa culture exceptionnelle impressionne les élites intellectuelles. Sa justice reconnue rassure ses sujets sur ses intentions. L'évaluation historique de Robert le Pieux évolue considérablement selon les époques et les perspectives. Les chroniqueurs médiévaux, impressionnés par sa piété et sa culture, en font généralement un portrait favorable. Ils minimisent ses erreurs politiques et exaltent ses qualités spirituelles. Cette vision édulcorée persiste longtemps dans l'historiographie française. Les historiens royalistes des XVIIe et XVIIIe siècles présentent Robert comme un modèle de roi chrétien, occultant systématiquement les aspects les plus problématiques de son règne. Cette hagiographie officielle déforme profondément la réalité historique. L'historiographie moderne adopte une approche plus critique et nuancée. Elle révèle les contradictions de la personnalité de Robert et analyse objectivement les conséquences de ses choix politiques. Cette réévaluation permet de mieux comprendre les enjeux réels de son règne et ses implications dynastiques. Robert le Pieux apparaît désormais comme une figure de transition essentielle dans l'établissement de la monarchie capétienne. Ses erreurs mêmes contribuent à définir les contours du pouvoir royal et à établir les règles de fonctionnement de la dynastie. En ce sens, ses échecs sont aussi instructifs que ses succès. La crise matrimoniale avec Berthe établit définitivement la subordination du pouvoir temporel aux règles religieuses en matière familiale. Cette jurisprudence influence toute l'histoire matrimoniale de la monarchie française. Aucun roi ne tentera plus de défier ouvertement les interdits canoniques sur le mariage. La guerre de succession entre Henri et Robert Junior crée le précédent des apanages princiers. Cette innovation, née d'une nécessité conjoncturelle, devient une caractéristique structurelle de la monarchie française. Elle influence l'organisation territoriale du royaume pendant des siècles. Les intrigues de Constance d'Arles révèlent les dangers des mariages politiques mal calculés. Cette expérience traumatisante incite les Capétiens suivants à choisir plus soigneusement leurs épouses et à mieux contrôler leur influence politique. La leçon est retenue et évite d'autres crises similaires. Robert le Pieux incarne parfaitement les contradictions de son époque et de sa fonction. Homme du Xe siècle, il vit à cheval entre deux mondes, celui de la foi médiévale naissante et celui des réalités politiques brutales. Cette position inconfortable explique la plupart de ses difficultés personnelles et politiques. Son règne de 35 ans transforme profondément la nature de la monarchie capétienne. En survivant à toutes les crises qu'il a lui-même provoquées, Robert démontre la solidité inattendue de la construction dynastique de son père. Les institutions capétiennes résistent à des chocs qui auraient détruit d'autres monarchies. Cette résistance s'explique par la flexibilité du système politique mis en place par Hugues Capet. Contrairement aux Carolingiens, qui s'appuyaient sur un appareil administratif rigide,
les premiers Capétiens développent un art de gouverner fondé sur la négociation permanente et l'adaptation constante aux circonstances. Robert maîtrise parfaitement cet art politique quand il s'agit d'affaires extérieures. Sa réconciliation avec l'Église, sa conquête de la Bourgogne, ses relations avec l'Empire témoignent d'un sens politique remarquable. Mais il échoue lamentablement dans la gestion de ses affaires familiales, révélant ses limites psychologiques. Cette dichotomie entre réussite publique et échec privé caractérise de nombreux souverains médiévaux. La fonction royale exige des qualités souvent incompatibles avec l'épanouissement personnel. Robert le Pieux illustre tragiquement cette contradiction existentielle du pouvoir monarchique. Malgré toutes ses erreurs, Robert lègue à son fils Henri Ier un royaume consolidé et une dynastie respectée. Les crises qu'il a traversées ont révélé la force des institutions capétiennes et leur capacité de survie. En ce sens, Robert sauve effectivement sa dynastie, mais au prix de sacrifices personnels considérables. L'histoire de Robert le Pieux démontre que les grandes constructions politiques survivent souvent grâce à des hommes imparfaits qui, malgré leurs faiblesses et leurs erreurs, portent un projet qui les dépasse. Cette leçon reste valable bien au-delà du Moyen Âge et éclaire les mécanismes profonds du pouvoir politique. Finalement, Robert le Pieux mérite son surnom, non pas seulement pour sa dévotion religieuse, mais pour sa capacité à préserver l'œuvre de son père malgré toutes ses défaillances personnelles. Cette piété politique, faite de repentir et de résilience, constitue peut-être sa plus grande qualité de souverain. La dynastie capétienne lui doit sa survie et son enracinement. Sans les épreuves traversées sous Robert le Pieux, elle n'aurait peut-être pas développé cette flexibilité qui lui permettra de régner sur la France pendant plus de 3 siècles. En ce sens, le roi qui faillit détruire sa dynastie la sauva définitivement.